L'administrateur, le comité d'audit, ça ne parle pas d'éthique, et pour autant, l'éthique est un dilemme. Mais l'administrateur, et que ça soit, je dirais, face au comité d'audit et de manière générale, a, je pense, beaucoup de dilemmes à résoudre dans sa fonction. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui, en fait, souligner à travers cette présentation. C'est que pour moi, l'administrateur, notamment dans ses relations avec le comité d'audit, est toujours en train de marcher sur un fil. Alors, qui marche sur un fil, qui cherche à essayer de trouver un équilibre, qui finalement est au cœur de contraintes, d'enjeux contradictoires, etc. Le membre de comité d'audit, vous ne voyez strictement rien, vous. Ah, ok, pardon. C'est mieux. Donc, le membre de comité d'audit, il est au cœur de contraintes diverses et variées, tout comme son président du comité d'audit, dans diverses situations, lorsqu'il est en séance de comité, mais aussi lorsqu'il est en séance du conseil d'administration. Et puis, il y a aussi des contraintes. C'est aussi compliqué de gérer le comité d'audit pour un administrateur qui est non membre. Et on va voir plus précisément ce que ça implique comme dilemme, comme enjeu et comme un équilibre difficile à trouver pour chacun de ces acteurs-là. Alors, quels sont les enjeux, les tensions autour du comité d'audit ? Il y a la première qui vaut pour tous les administrateurs, pour le conseil et aussi dans les comités. Les administrateurs sont en situation de pouvoir exiger une reddition de comptes de la part de la direction financière. Donc, ils sont en position de contrôle. Mais néanmoins, ils ont interdiction de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Quel est le juste milieu entre je contrôle et je m'immisce? Jusqu'à quel point je peux obtenir des informations de la direction financière, par exemple, de la part des auditeurs? Quel est finalement le point de rupture? Quand on est membre du comité d'audit, on doit être, deuxième enjeu, deuxième tension, deuxième dilemme. Quand on est membre du comité d'audit, on doit avoir les compétences techniques, les compétences comptables. Mais néanmoins, parce qu'on est administrateur, parce qu'on travaille aussi derrière, au titre du conseil d'administration, on se doit également de garder une vision stratégique. Ça veut dire que si au comité d'audit, je n'ai que des comptables, je n'aurai pas de vision stratégique pour pouvoir faire le lien et faire le pont avec les questions stratégiques générales que doit résoudre et auxquelles doit réfléchir un conseil d'administration. Donc, c'est un deuxième dilemme, un deuxième enjeu qui existe. Le comité d'audit, et je dirais le fait notamment qu'il y ait de plus en plus de travaux qui sont exigés ou qui reposent sur le comité d'audit, pose la question, et au titre de la recherche d'efficacité, c'est-à-dire les réunions du conseil doivent être efficaces en termes d'organisation de ces travaux, et donc du coup on recourt à des comités pour rendre tout ça plus efficace. Et plus en plus de choses sont discutées au niveau des comités. Et un petit peu moins, je dirais, au niveau du Conseil. Mais alors, quid de la préservation de la collégialité au titre de l'efficacité? Qu'est-ce qui est du registre du Conseil d'administration? Qu'est-ce qui est du registre des comités qui n'ont finalement pas de voix, je dirais, délibérative, puisque la responsabilité de décision revient au Conseil. Et ça, c'est une vraie grosse question. Une dernière chose, dernier enjeu, une dernière tension autour du comité d'audit, donc ça c'est un panorama général, entre l'indépendance et la compétence. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? L'indépendance est quelque chose qui est fortement mis en avant et qui est attendu de la part des administrateurs membres du comité d'audit. Néanmoins, un indépendant qui vient, très indépendant, qui vient de débarquer dans un comité du conseil, ne sait pas grand-chose finalement des affaires de l'entreprise et a besoin de temps, je dirais, pour devenir compétent. Bien évidemment, il a besoin de se former, de comprendre, etc. Avec le temps et avec finalement aussi, je dirais, une proximité avec les affaires de l'entreprise, il perd aussi potentiellement du sens critique avec le temps et aussi potentiellement un œil indépendant. Donc quelque part, il y a encore un dilemme auquel est confronté l'administrateur. Donc l'administrateur, autour du comité d'audit, il y a un grand nombre de dilemmes à gérer. Alors plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité de ces administrateurs? Alors marcher sur un fil, trouver un bon équilibre dans tous ces dilemmes pour le membre du comité d'audit. Donc avoir les compétences techniques, certes, savoir comprendre les documents comptables, mais, comme je vous disais, garder une vision stratégique pour pouvoir répondre aux besoins du conseil. Et ça, c'est pas si simple. Deuxième chose,
La documentation préalable. Ok, j'ai une responsabilité en tant qu'administrateur. Je dois contrôler, je dois superviser. Je ne dois pas m'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Quel niveau de profondeur d'analyse? Parce que j'ai un rôle de supervision. Je n'ai pas un rôle de gestion. Je dois avoir un certain sentiment de confort, mais aussi je dois être à la recherche de signes d'incohérence. Mais si je suis trop finalement en défiance de l'entreprise et si je cherche trop ces signes d'incohérence, je ne serai jamais en confiance à la fin. Donc jusqu'à quel niveau, et quelque part, à quel niveau je fais confiance à l'entreprise? Jusqu'où je vais? Un élément aussi, les signes d'incohérence qu'en général les administrateurs on espère d'eux qu'ils recherchent, ces signes d'incohérence sont aussi en général à chercher dans le temps. Et donc du coup, gérer les dossiers dans le temps pour un suivi. Et là, je fais juste une mini parenthèse, on n'en parle pas encore, en tout cas, on en parle plus, je pense, côté québécois que côté français, puisque j'ai une partie de mon histoire au Québec aussi, donc du coup j'ai un peu de comparaison, des plateformes informatiques qui sont fortement utilisées donc dans les conseils outre-Atlantique, et je pense de plus en plus ici, qui permet justement ce très très bon suivi des dossiers et de permettre aussi une certaine efficacité pour l'administrateur. Mais derrière ça, il y a vraiment le questionnement, je dirais, jusqu'où je vais en termes de recherche, jusqu'où je cherche ces signes d'incohérence et à quel niveau je fais confiance. Le dernier élément, toujours en termes de quel niveau de confiance, défiance je peux en avoir envers la direction, c'est jusqu'où peuvent aller les questions. C'est-à-dire, je peux poser n'importe quelle question, n'importe quand? Non, bien évidemment, et M. Dreyfus l'avait mentionné tout à l'heure, parce qu'il y a une certaine aussi courtoisie à avoir, et en fait, plus largement, je ne parle pas de courtoisie, je parle plutôt de tact. Il faut agir avec tact, sans heurter, je dirais, la face des personnes qui sont justement en face de nous. Parce que si je pose trop de questions, ça va devenir un signe de défiance. Et s'il y a un signe de défiance, ça veut dire que quelque part, on considère que la personne en face de nous devient limite incompétente. Et ça va mettre à mal toute l'atmosphère, je dirais, la dynamique de groupe qui a pu s'installer, et qu'après, il faudra tout reconstruire. On repart tout à zéro. Donc, du coup, agir avec tact est quelque chose de central dans le niveau des questions qui sont posées à la direction financière, et d'autant plus aux auditeurs. Un auditeur, si on commence à lui poser des questions sur « mais pourquoi vous avez dit oui à l'entreprise sur tel traitement comptable ?» pourquoi, etc., vous remettez en cause son indépendance. Si vous remettez en cause son indépendance, vous remettez en cause finalement la certification, la validation des comptes, vous remettez en cause l'institution. Et ça, s'il est nécessaire de le faire, il faut le faire. Mais, encore une fois, on revient à la notion de courage. Il faut aussi avoir ce courage-là potentiel de remettre en cause l'institution. Et c'est pas si simple. Et c'est pas si simple, en tout cas, c'est ce que, dans les différents entretiens que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'administrateurs, c'était pas si simple pour eux non plus de pouvoir faire ça. Et enfin, je dirais, derrière tout ça, et de manière à gérer relativement facilement ces dilemmes-là, les administrateurs soulignent souvent que ce qu'il est important, c'est de savoir se faire une réputation. Si les administrateurs savent se faire une réputation, c'est-à-dire que, je dirais, sur des sujets un peu techniques, savent poser la bonne question qu'il faut, sur où savent apporter une vision qui est un peu différente d'une vision qui soit purement technico-comptable dans un comité d'audit. Ils assoient, je dirais, leur réputation, ils assoient leur crédibilité, et à partir du moment où la crédibilité est posée, la direction financière va être beaucoup plus, je dirais, réceptive, et va se sentir beaucoup plus finalement en situation de reddition de comptes, et va, je dirais, se mettre en bonne position, et l'administrateur, du coup, sera aussi plus en confiance. Donc on a du coup un cercle potentiellement vertueux qui peut se mettre en place. Mais dans son quotidien, le membre de comité d'audit a énormément de dilemmes, je dirais. Il est toujours sur un équilibre entre quand est-ce que je pose une question, quand est-ce que je les arrête, quand est-ce que
jusqu'à quel niveau je vais en termes d'analyse. C'est vrai pour un membre de comité d'audit, ça sera vrai aussi pour un membre du conseil. Mais je dirais que la technicité et le volume des données à traiter dans le cadre d'un comité d'audit posent d'autant plus la question pour un membre de comité. Le rôle du président du comité d'audit est central au regard de, je dirais, la gestion de ces dilemmes. C'est lui qui donne le ton, c'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer finalement, qui va poser, je dirais, comment fonctionne un comité en termes d'interaction, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a le droit de poser des questions, quand est-ce qu'on doit s'arrêter, quand est-ce que, voilà. Il gère le temps, il détermine l'organisation des travaux du comité, il dirige et oriente les débats. Alors, il doit savoir susciter le questionnement, c'est-à-dire, et puis aussi motiver les troupes, je dirais, motiver les administrateurs, les autres membres du comité d'audit. Et puis, il peut y avoir une question qui pose un vrai débat, qui est finalement problématique. Et il va y avoir un certain nombre des questions des administrateurs, qui va certainement créer une tension chez la direction financière. Et si finalement le président n'intervient pas, ça peut être problématique. Et à ce moment-là, c'est tout le doigté, et je dirais le tact et le savoir-faire d'un président de comité d'audit, mais c'est vrai aussi pour un conseil, de dire, ce sujet-là, on va le traiter peut-être un peu plus tard, on va le laisser mûrir, on y reviendra, vous allez nous faire une présentation bien spécifique au prochain, ou dans 6 mois, ou dans 9 mois, de manière, je dirais, à ce que vous vous prépariez, sous-entendu, un peu mieux sur la question, chère direction. Et ça, c'est le président du comité d'audit à le faire, mais il doit le faire, encore une fois, avec tact, avec doigté. Ce même tact, il doit l'avoir pour faire passer les messages, sans heurter une direction, mais aussi savoir faire passer les messages aux auditeurs. C'est aussi un acteur de l'ombre. Il peut aussi, dans le sens où il y a les réunions officielles, et puis il y a ce qui se passe derrière les réunions officielles, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est arrivé au comité, il va devoir faire son compte-rendu au conseil, ça ne va pas forcément plaire au président du conseil, ça ne va pas forcément plaire au directeur général, ça ne va pas forcément plaire à la direction financière. Il va aller voir en amont le président du conseil pour lui expliquer ce qui va se passer, le contenu du compte-rendu. Et ça, encore une fois, c'est du tact, c'est un savoir-faire, c'est un doigté que le président, qui revient finalement dans le rôle du président du comité d'audit. Donc, c'est important d'avoir ça en termes de comportement. Savoir être au courant aussi des sujets chauds au bon moment, ne pas découvrir ça, je dirais, en séance officielle. Comment on fait ? Ça peut impliquer d'avoir des réunions en amont avec une direction financière, des réunions en amont avec l'auditeur externe, en amont avec l'auditeur interne, pour savoir ce qui se passe, pour prendre la température. Alors, et ces rencontres peuvent prendre différentes formes. En tout cas, de ce que les administrateurs m'ont dit, ça peut être un déjeuner au restaurant, comme ça peut être une rencontre dans un bureau officiel, ça peut être un mail, ça peut être une discussion téléphonique. Ça dépend, je dirais, du style du président du comité, mais aussi de relations passées du président du comité, etc. Mais en tout cas, ce savoir-faire-là, je dirais, autant en réunion officielle pour ne pas heurter, et en officiel, je dirais, en amont, pour bien préparer, est quelque chose qui est central en termes d'habileté comportementale pour le président du comité. Donc, en séance du comité, il doit savoir faire, mais il doit savoir faire aussi en séance du conseil, parce qu'il a un compte-rendu à faire au niveau du conseil sur les travaux du comité. Et alors là, on aborde de nouvelles problématiques, de nouveaux dilemmes. Le président du comité, notamment d'audit, mais c'est vrai un peu pour tous les comités, il doit en donner suffisamment pour maintenir la confiance du conseil dans le comité et donc préserver, je dirais, le sentiment de collégialité du conseil. Donc, nourrir suffisamment de contenu, je dirais, le conseil pour qu'il arrive à s'approprier les choses et se sente en confiance. Mais ne pas trop en donner non plus, sinon ça nuit à l'efficacité des travaux. Si finalement on refait une deuxième réunion de comité d'audit en conseil, à quoi ça sert d'avoir une première réunion de comité ? Donc, quid de trouver finalement le bon, je dirais, niveau.
Et ça, c'est une éternelle recherche d'équilibre. Et je dirais que, en tout cas, encore une fois, les administrateurs m'ont souvent dit que c'était quelque chose sur lequel ils ne sont pas souvent en confort. Il y a toujours finalement le curseur qui doit être bougé un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et c'est toujours en perpétuelle évolution parce que ce n'est pas si simple. Il y a toujours les mêmes enjeux. Dans ce compte-rendu, faire passer les messages avec tact et puis maintenir sa réputation. Parce que quelque part, le président de comité d'audit, de manière à rendre, c'est le porte-parole du comité, et de manière à rendre, je dirais, crédibles les travaux qui sont faits par les administrateurs du comité en séance du comité, il doit faire ça bien. Parce que sinon, si finalement son compte-rendu, c'est un peu le foutoir, ça veut dire que les travaux du comité, c'est pas crédible non plus. Donc là-dessus, ce compte-rendu-là, il est important, je dirais, pour maintenir justement la confiance du Conseil dans les travaux du comité et garder ce sentiment de collégialité. Alors, c'est aussi pas simple pour l'administrateur qui est non membre du comité d'audit. Et ça, c'était, je dirais, encore une fois, M. Dreyfus qui soulignait finalement ces questionnements-là. Pour l'administrateur non membre de comité d'audit, ok, j'ai pas participé au débat du comité d'audit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour autant, j'ai un compte rendu. Il y a eu des réunions qui ont duré 4 heures, 5 heures, 8 heures, ça dépend des comités d'audit. Et je dois faire confiance. Je dois faire confiance sur le fait finalement que ce qui s'est fait lors de ces réunions-là, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, et je peux leur faire confiance et valider ce qu'ils ont, ce qui s'est dit, ce qui s'est décidé. Quel niveau de questionnement je peux me permettre sur le compte-rendu et quelle revue je fais aussi potentiellement des documents qui ont été remis au comité d'audit, parce que lorsqu'il y a une plateforme, par exemple informatique, en général, la documentation préalable qui est fournie aux administrateurs du comité d'audit est également disponible pour les autres administrateurs. Donc libre à lui d'aller finalement dans cette documentation-là. Mais jusqu'à quel niveau d'approfondissement on doit aller dans cette documentation? Donc, équilibre à trouver, qui n'est pas si simple. Et puis, de plus en plus, je dirais, au sein du comité d'audit, et là je quitte un peu le comportement pour me poser des questions sur l'organisation des travaux du Conseil, et je dirais le partage des travaux du Conseil entre ces comités et le Conseil, la gestion des risques, par exemple. C'est une question qui est autant technique que stratégique. Par qui elle est traitée? Par le comité des risques? Par le comité d'audit? Par le Conseil dans son ensemble? Par qui? Ça dépend, je dirais, des conseils d'administration. Il y a des conseils d'administration qui ont fait le choix qu'il y a un comité des risques qui gère ça. Il y en a d'autres, ils décident de gérer ça au niveau du conseil. Mais ce sont des vraies questions, je dirais, organisationnelles et qui ont, je dirais, un fort impact. Et parce que le management des risques, ben oui, on implique et on a une vision stratégique des risques. Et la stratégie, normalement, doit se faire, je dirais, au niveau de la collégialité du conseil. Pour autant, comment faire? Est-ce que des réunions intercomités peuvent juste suffire entre un comité des risques et un comité d'audit, ou un comité technologique et un comité d'audit sur certaines questions? Ou est-ce qu'il faut tout remonter au niveau du conseil? C'est des vrais gros dilemmes. Alors, derrière tout ça, il y a quelqu'un qui n'est pas administrateur, donc je déborde, mais qui pour autant me semble être un acteur potentiellement important, je dirais, important dans le bon fonctionnement d'un conseil d'administration, qui est le secrétaire du conseil. Parce qu'il n'est pas administrateur, mais pour autant, je pense que c'est l'une des personnes qui a la connaissance la plus transversale de tous les sujets discutés par les différents comités, par le conseil. Il est souvent, quasi toujours, tout le temps, impliqué dans l'élaboration de l'ordre du jour, mais ce n'est pas forcément l'élaboration technique de l'ordre du jour. Par exemple, il peut contribuer à décider si un sujet est mûr ou pas mûr pour être porté à l'ordre du jour du Conseil et donc à la discussion. Pourquoi? Parce qu'il a une vision transversale, et puis parce que parfois il peut servir de courroie de transmission entre les administrateurs et l'organisation, avec les directions opérationnelles, les directions financières, etc.
il peut jouer ce rôle-là. Et du fait de ce rôle, justement, de courroie de transmission, il a des informations, je dirais, privilégiées, et certainement, peut-être, potentiellement, des informations qui est plus privilégiée que celle de l'administrateur même, et que, du coup, il reste dans l'ombre, il n'est pas administrateur, il n'est pas responsable des décisions, mais pour autant, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment de cet acteur-là. En conclusion de cette présentation, tant pour l'administrateur, membre du comité d'audit, que son président, finalement l'administrateur qui est non membre du comité d'audit, autour des questions qui sont gérées en comité d'audit, il y a une gymnastique de l'équilibre qui est faite en permanence, des dilemmes toujours à résoudre, compétences comptables, compétences stratégiques, quelles compétences doit avoir le membre de comité d'audit, confiance, défiance. C'est pas simple de faire confiance. Mais il faut garder un certain niveau de défiance parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, quel est le bon niveau? Efficacité, collégialité en termes d'organisation des travaux du Conseil, surveiller sans s'immiscer. Oui, mais je ne peux pas aller toutes les semaines auprès de la direction financière pour poser une nouvelle question, ça ne va pas être possible. Sinon, je m'immisce. Oui, mais si je ne suis pas à l'aise, qu'est-ce que je fais? Tout ça, ce sont des questionnements qui font que l'administrateur... il a des choses, des dilemmes auxquels il est confronté tous les jours. Il a des dilemmes éthiques, mais il y a aussi des dilemmes, finalement, je dirais, de comment bien faire ou comment bien surveiller. Et qu'on s'éloigne aussi, quelque part, de l'image de l'administrateur superpuissant, détenteur du pouvoir. C'est pas simple d'être administrateur. Voilà. Merci beaucoup, Tiffaine. Un éclairage différent encore sur le rôle de l'administrateur, cette fois-ci tourné vers l'intérieur, en partie. Voilà. Jean-François, Jean-Frédéric, j'ai pas de questions. Alors déjà, j'ai bien aimé votre transparent sur le secrétaire du Conseil. C'est même vrai que l'IFA n'a pas encore travaillé sur le sujet, qu'un certain nombre de secrétaires du Conseil demandent à ce qu'on se penche sur leur situation. Ça, c'est une véritable problématique. Est-ce que je pourrais pouvoir avoir les transparents? J'avoue ne pas avoir tout compris, parce que je n'ai pas l'impression de vivre ça. Ah. J'ai pas l'impression, effectivement, qu'il y a ces problèmes-là. Mais donc, je me trompe peut-être. Parce qu'on est administrateur, on a une responsabilité, et je crois que peut-être dans ce que, effectivement, un certain nombre de chercheurs ne comprennent pas, ou n'ont pas encore compris, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et moi, je peux vous dire, en ayant vécu en tant qu'administrateur de banque, quand vous avez des avocats américains qui viennent au conseil d'administration, d'un côté, de l'autre côté, vous avez eu l'ambassade qui est venue chercher vos empreintes digitales, votre rôle d'administrateur, vous le vivez différemment, et vous posez toutes questions. Et quand vous dites que vous êtes dans un comité d'audit et que vous n'avez pas le droit de poser les questions que vous voulez quand vous posez toutes les questions que vous voulez, quand vous voulez, tous les jours si vous voulez, dès lors que c'est dans l'objectif de comprendre les comptes et de dire à un moment donné, mais attendez, ce qu'on fait là, c'est pas possible. En plus, on a des commissaires aux comptes à côté quand même, qui sur l'aspect technique, qui sont là pour valider les comptes sur l'aspect technique, mais poser la réalité de, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ces provisions? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on... Voilà, donc à un moment donné, c'est pour ça que j'ai pas tout compris. Donc c'était vachement intéressant, enfin très intéressant, pardon. Et je voudrais me repencher dessus. Par contre, la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure est une vraie problématique, et je dis, moi, je vais la soulever officiellement auprès de la haute autorité de gouvernance d'entreprise du MEDEF. Je vais la soulever auprès de l'IFA. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inégalité d'accès à l'information du management d'un côté, de l'administrateur de l'autre. Et aujourd'hui, on est en train de créer quelque chose, c'est cette inégalité d'information entre l'administrateur membre du comité d'audit, avec un beau rapport du comité d'audit. Alors on découvre en conseil que le comité d'audit a travaillé sur tel sujet. Ah bon? Mais moi, j'aimerais bien savoir de quoi vous avez parlé. Donc je veux qu'on recommence. Donc vous me parlez, moi, en tant que président du comité d'audit, vous me faites votre compte-rendu. J'ai déjà fait. Vous me parlez de tel sujet. Ah ben, je suis content de l'apprendre. Donc, monsieur le président, alors on fait quoi, nous? Je vais donner mon avis dessus, sur un truc sur lequel je n'ai pas travaillé. Alors on recommence. Il n'y a pas... Le comité d'audit, comme tous les comités, sont là pour aider à la prise de décision du conseil d'administration. Or, de plus en plus, de fait de la lourdeur, 7 heures de comité d'audit, nous, dans les banques, on a un comité d'audit et un comité des risques. C'est obligatoire, c'est la loi. Enfin, la réglementation européenne, c'est comme ça, comme on a un comité des nominations et un comité des rémunérations. Il faut 4 comités dans les banques, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, des fois, il faut des réunions communes, ce qui est accepté, qui a été autorisé, parce que faire spécifiquement 10 heures de comité, c'est peut-être beaucoup. Mais nous, en tant qu'administrateurs, quand on n'y est pas, on est en déphasage d'informations.
Et pourtant, notre responsabilité est engagée. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de compréhension. Alors moi, je vous le dis, on est spécifique dans la banque, hein, parce qu'effectivement, on voit tout ce qui se passe, et c'est très lourd. Donc moi, je suis très intéressé par votre transparence. C'est des choses que je ne suis pas certain d'avoir compris, parce que pas l'impression que les problèmes, elles existent, et je vous répondrai. Je vous donnerai mon opinion. Par contre, sur la problématique aujourd'hui du renforcement du pouvoir du comité d'audit ou du comité des risques et de cette dichotomie d'information, moi, j'estime que c'est un risque à tel point que j'ai déjà eu l'occasion de dire, moi, je vais démissionner de mon mandat, considérant que je ne suis plus en mesure, moi, je n'estime pas en mesure aujourd'hui, de, sur certains sujets, prendre une position, ou alors je vote contre. Et comme je fais ma lettre d'administrateur, et qu'il n'est pas question qu'on me la retire, j'expliquerai pourquoi je vote contre. Ça, c'est personnel. Donc, ça pose une petite problématique. Et si je démissionne, alors là, ça fait encore plus scandale, évidemment, parce que là, j'expliquerai aussi pourquoi je démissionne. Tout ça, c'est pour faire avancer le débat, comme dirait l'autre. Hein. L'objectif, c'est de continuer à représenter. Mais c'est très compliqué. Et c'est pas parce qu'on pose une question. Parce que ce que vous dites là, c'est quelque part vrai. Mais alors, imaginez, vous oubliez que le comité d'entreprise, lui, il a une commission financière. Et cette commission financière, il a le droit de nommer un expert. Et cet expert de la commission financière, il a les mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes. Et bien cet expert-là, il pose toutes les questions qu'il veut. Et là c'est du côté syndical, toutes les questions qu'il veut sur les comptes. Donc il a les mêmes pouvoirs. Je vous raconterai une anecdote, c'est que, parce que c'était la réalité, notre expert à un moment donné, chez le président d'une grosse entreprise qui s'appelle Suez, qui était notre actionnaire de la banque Indosuez, il est allé faire ouvrir le coffre de M. Mestralet, président. Il a dit, moi je suis l'expert du comité d'entreprise, je veux que vous ouvriez le coffre qui est derrière ce tableau-là, et je veux tous les contrats que vous avez passés. Alors le président Mestralet, il a dit, vous êtes fou. Il a appelé son avocat, et l'avocat a dit, vous ouvrez le coffre. Et donc notre expert a eu tous les contrats. Il a dit, moi, mon objectif, je représente les mandants, je veux savoir ce qu'il y a dans vos chiffres. Je regarde, je ne fais aucune photocopie, et je vais dire au comité d'entreprise, ce qu'il y a dans les comptes, c'est la réalité. Je suis payé pour ça. Voilà. Donc, à la limite, bon, le comité d'audit, il n'a pas plus d'interrogations à se poser vis-à-vis de la direction financière que l'expert du comité d'entreprise ou les membres du comité d'entreprise qui ont le droit de tout avoir, de poser toute question et effectivement d'émettre évidemment au comité d'entreprise un avis négatif qu'ils porteront à la connaissance du Conseil, qu'ils porteront à la connaissance de l'Assemblée générale. C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, excusez-moi, je suis un peu long, mais ça nourrit la réflexion et c'est tellement intéressant. Moi, j'ai envie de vous répondre. J'ai envie de travailler sur le sujet et de vous répondre. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ne vous auto-censurez plus, demandez toutes les informations. Mais j'ai bien aimé l'expertise du CEF. Alors, je vais répondre. D'une part, le premier élément sur... Mais non, moi, je pense que j'ai le droit de poser toutes les questions. Bien sûr, les administrateurs peuvent poser toutes les questions. Oui, c'est pas une problématique de je n'ai pas le droit de le faire. Le truc, c'est je peux le faire, mais je dois y mettre les manières. Premier élément. Et puis, si je le fais et je le fais sur un sujet, ça va commencer à avoir une atmosphère bien tendue et bien problématique. Et qu'à ce moment-là, il est peut-être intéressant... Et juste, on arrête les questions pour aujourd'hui. Direction financière, vous vous préparez mieux pour la prochaine fois, parce que, sous-entendu, vous n'êtes pas prêt du tout et on n'est pas d'accord du tout avec le sujet. Repréparez-vous mieux la prochaine fois, parce qu'on vous reviendra avec des questions. Mais il y a la manière polie de le faire, je dirais, ou courtoise. Et voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne s'interdit pas toutes les questions, mais qu'à un moment donné, il faut arrêter le questionnement, sinon on sort du cadre, je dirais, habituel de fonctionnement du Conseil, et ça va mettre tout le monde extrêmement mal à l'aise et problématique. Deuxième chose, on ne peut pas poser toutes les questions qu'on veut du fait des contraintes de temps, tout simplement. Parce que quand on a 10 sujets à l'ordre du jour, si on commence un sujet qui paraît potentiellement intéressant à poser toutes les questions, et qu'on fait ça sur tous les sujets, qu'est-ce qu'on va faire pour le dernier? On ne le traite pas. Mais on ne peut pas, parce qu'il faut arrêter les comptes, parce qu'il y a un rapport de gouvernance, il y a un rapport de contrôle interne à fournir, et que si on commence à dépasser, et puis tout le monde, je veux dire, tous ces administrateurs
ont des agendas qui sont surbookés et qu'ils n'ont que 5 heures ou 6 heures à consacrer pour cette entreprise-là, parce qu'après, ils ont le train ou ils ont l'avion pour le prochain, parce que tous les conseils et les réunions de comité se tiennent en même temps. Donc, il y a des contraintes horaires qui sont fortes. Donc, non, malheureusement, et notamment du fait de ces contraintes d'agenda, on ne peut pas poser toutes les questions qu'on pourrait poser potentiellement. J'ai envie de vous répondre d'une deuxième chose. Vous êtes administrateur salarié. Dans le comité d'audit, ce sont des administrateurs indépendants qui appartiennent au petit monde. Vous, quelque part, et c'est pas, c'est pas une pique, mais vous êtes un outsider par rapport à ce petit monde-là. Donc, c'est possible, c'est très rare. C'est très, très rare. C'est une volonté du président. Mais mon point est qu'en tant qu'administrateur salarié, on sait que vous pouvez réagir beaucoup plus fortement, ou on accepte quelque part du fait de votre statut que vous réagissiez plus fortement ou un petit peu, je dirais, en dehors du cadre qu'un administrateur qui fait partie du petit monde, parce que vous avez ce statut-là. J'en suis convaincue. Je peux vous dire, là où je pense où vous avez tort par rapport au mot confiance que vous évoquez. Vous posez des questions au directeur financier, directeur des risques, directeur de la compliance, directeur, etc. Il vous répond. Si vous lui dites, je veux la réponse pour demain, etc. Enfin, moi j'ai des questions, je n'ai pas compris. Vous dites, écoutez, même vous me répondrez après le conseil, mais je veux avoir ma réponse. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et vous pouvez poser des questions. Moi, je vais vous dire, toutes les questions, qu'elles soient par dizaines ou par centaines que j'ai pu poser, j'ai toujours eu les réponses, toujours. Je leur dis pas, je le veux pour le conseil de l'après-demain. Et puis d'ailleurs, si vous ne me donnez pas la réponse, je vais poser la question au CR. Je n'ai pas compris ce que vous nous expliquez là. Eh bien, il y a toujours les réponses par écrit, tout, par oral ou autre. Donc, à partir du moment où, ça je suis d'accord, l'état d'esprit en tant que tel. Mais je veux dire, on doit poser toutes les questions dès lors qu'à un moment donné, sa responsabilité est engagée. Moi, c'est tout bête, hein. Je vais juste dans le sens de ma collègue à propos du petit monde. Il est clair que les représentants des salariés ne sont pas élus par l'Assemblée générale par définition. Ne sont pas élus par l'Assemblée générale des actionnaires. Bon. Or, je n'ai jamais vu, alors j'en ai fait des rapports annuels, hein, j'ai tout regardé le CAC 40 depuis 2001 jusqu'à 2012, et j'ai vu aussi pour les autres pays. Je n'ai pas vu un administrateur nommé par les actionnaires dont la candidature n'ait pas été soutenue par le président. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où vous devenez dysfonctionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas intégré les manières d'être et de faire qui ont été décrites, eh bien, vous n'êtes pas représenté par le président. Et si vous n'êtes pas représenté, vous n'êtes plus administrateur. Contrairement à vous, qui êtes élu par les salariés, ou au contraire, le fait d'être critique est peut-être un gage de réélection, alors que là, au contraire, c'est un gage d'éviction. Donc, effectivement, le statut de l'élection fait l'administrateur. Tiffaine, j'ai beaucoup aimé ta présentation, mais il y a une expression que tu as utilisée qui m'a surpris. Celle du délicat équilibre entre la confiance d'une part et la défiance qu'un administrateur peut avoir en comité et ou en grand CA. C'est le mot défiance qui m'a étonnée, essentiellement parce qu'il me semble trahir un certain état d'esprit. Et il y a une distance entre faire confiance d'une part et poser des questions dans un esprit de défiance ou dans un esprit d'explication ou de désir de comprendre. Et après une trentaine d'années d'expérience de conseil d'administration, j'ai observé personnellement que l'esprit de défiance dans le mode questionnement était un killer. C'est la meilleure façon de perdre sa réputation et sa crédibilité et de ne pas rester sur un conseil. Et par contre, lorsque l'esprit de la question, c'est 1, je veux comprendre, et 2, j'offre un regard autre qui pourrait constituer une police d'assurance autour de la non prise en compte de la dimension ABC de cette question, m'a paru comme étant une opportunité de voir augmenter la confiance que les autres ont non seulement en soi, mais en son indépendance et en sa capacité de contribuer, puisque ce qu'on fait, c'est offrir au collectif
une police d'assurance supplémentaire. Alors ça, c'était ma première surprise sur le choix des mots, et je me demandais si c'est un écart culturel entre les conseils que tu as examinés en France, où on se voit comme devant défier les gens de l'interne pour arriver à une meilleure décision. Deuxième chose, c'est sur cette mise en lumière que tu as fait, qui m'apparaît extrêmement juste, du rôle sous-estimé du secrétaire de conseil, qui est un confluent d'informations, puisque cette personne outille les membres de tous les comités et voit tout le matériel passer. Donc, cette personne est détentrice d'un degré d'information supplémentaire. Par contre, là où j'étais un peu en décalage par rapport à toi, c'est son rôle possible pour juger si le fruit est mûr, pour qu'un sujet soit apporté au Conseil. Il me semble qu'il y a là un risque d'usurpation du pouvoir du président du Conseil, qui devrait surtout ne pas confier ce rôle-là au secrétaire, mais assumer ce rôle-là en s'appuyant sur le Conseil. Alors, j'aimerais avoir tes commentaires sur ces observations d'un outsider. Alors, le terme de défiance, je dirais, est un abus de langage de ma part. Je dirais plutôt à la recherche de signes d'inconfort potentiel. Quand un administrateur, en tout cas, me disait qu'il allait regarder, par exemple, les rapports annuels, etc., il va regarder qu'est-ce qui cloche. Il pratique finalement le smell test. Finalement, est-ce qu'il y a des incohérences? Est-ce qu'il y a des choses qui me semblent pas tenir la route? Est-ce que... voilà. Qu'est-ce qui attire mon œil? Qu'est-ce qui me semble pas logique? Qu'est-ce qui sort de l'habituel? Qu'est-ce qui... Voilà. Et après, je vais poser des questions, et il pose des questions sur justement ces choses-là qui le questionnent, ou en tout cas qui n'est pas habituel, qui le mettent avec lequel il est inconfortable, finalement, a priori. C'est pas habituel. Après, les questions peuvent le rassurer, le mettre en confort, et je pense qu'il vaut mieux parler de confort ou d'inconfort. Elles vont le mettre en confort, et s'il est en confort, tout va bien finalement. Et si finalement l'inconfort persiste, qui va se traduire notamment par une quantité de questions qui augmente, alors là, il faudra, je dirais, de nouveaux travaux. Et si par exemple, et c'est vrai d'une présentation de la part de la direction financière auprès d'un comité d'audit, mais c'est auprès des administrateurs du comité d'audit, mais ça peut être vrai par exemple du rapport du président de comité d'audit auprès d'un conseil d'administration, si finalement ce qui est donné dans le compte-rendu du président, il y a des choses qui mettent inconfortables les autres administrateurs qui n'en sont pas membres, ça demande une présentation supplémentaire de manière à regagner, je dirais, en confort. Donc plus que confiance, défiance, confort, inconfort. Je dirais, ce qui est et c'est, je pense, plus de l'ordre même, je dirais, du sentiment, de l'impression générale que ressent l'administrateur. C'est du situationnel, quoi. C'est en présentiel, c'est le maintenant. Donc on est quelque part dans la sensation, dans l'impression. Donc la notion de confort, inconfort, je dirais, est le terme adéquat. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, sur le rôle du secrétaire du Conseil. Oui, je suis bien d'accord que ce n'est pas le rôle du secrétaire du Conseil que de déterminer quel sujet doit être traité quand, hormis lié, je dirais, à non, ben ça, il faut le traiter là maintenant, parce qu'après, ça doit passer en Conseil, parce que derrière, il y a le rapport annuel, etc. Donc, par rapport à des questions d'échéancier. En dehors de ces questions d'échéancier, non, le secrétaire du Conseil ne devrait pas, je dirais, avoir la parole. Néanmoins, sans qu'il prenne, je dirais, le pas sur le rôle du président du Conseil, en tout cas dans les entretiens que j'ai eus avec président, avec secrétaire, ça arrive, et c'est pas si infréquent finalement que le secrétaire du Conseil ait une discussion en fait avec le président, le directeur général
et le secrétaire du conseil, par exemple, qui vont se réunir à un moment donné pour réajuster l'agenda ou redéterminer l'ordre du jour en fonction, je dirais, du sentiment de ces 3 acteurs en présence, y compris le secrétaire du conseil. Et on va lui demander aussi quelle est sa sensation, son impression à ce moment-là. Parce qu'aussi, il a une connaissance de ce qui se passe en comité, par exemple, que n'ont pas la direction générale, que n'a pas le président du conseil. Et donc, du coup, c'est lui aussi, attention, là, sur ce sujet-là, qui s'est passé en comité. Il y a eu beaucoup de discussions, il n'y a pas de point qui est prévu, mais je sens que ça ne va pas passer au niveau du conseil. Et qu'il faut accorder plus de temps là-dessus, parce que si on n'accorde pas plus de temps sur cette discussion, sur ce point-là, ça va coincer au niveau du conseil. Et là, cette connaissance-là, qui peut apporter, je dirais. Oui, merci beaucoup. Moi, j'étais très intéressé par la présentation. Je me posais une question qui était celle de la relation entre comité d'audit et commissaire aux comptes. C'est-à-dire, est-ce qu'on observe un renforcement réciproque, par exemple? Est-ce que plus un comité d'audit est puissant, plus le commissaire aux comptes lui-même va potentiellement avoir de marge de manœuvre, ou est-ce que c'est absolument indépendant? Enfin, je sais pas. Voilà, ça c'est des questions que je me posais. Parce qu'on a beaucoup parlé des relations avec les administrateurs, le conseil d'administration, mais bon, voilà, le rapport au commissaire aux comptes peut être intéressant aussi. Alors, plus un comité d'audit est crédible, c'est-à-dire est capable de rendre accountable une direction financière, plus le commissaire aux comptes se sent fort vis-à-vis de la direction financière en amont de la réunion du comité pour faire, je dirais, bouger de position la direction financière. Donc ça ne se verra pas en réunion, tout se passe en amont, du coup. En termes de discussion entre le commissaire aux comptes et la direction financière, non, ça, je ne suis pas d'accord. De toute façon, si direction financière, vous ne voulez pas bouger, c'est pas grave. J'en parlerai en réunion de comité, on verra bien. Ah, le CAC est présent au comité? Ah, bien évidemment. Oui. Bah, pas à toutes les réunions de comité d'audit. Enfin, ça dépend. Ah bah oui, c'est important. Ça dépend. Je dirais, dans certaines entreprises, le commissaire aux comptes est invité à toutes les réunions. Dans d'autres entreprises, il est invité uniquement aux réunions qui portent, je dirais, sur l'arrêté des comptes. Ou parfois, il peut même être invité que sur une partie de réunion sur l'arrêté des comptes. Mais ça dépend, je dirais. Véritablement, je dirais, c'est du cas par cas en fonction des entreprises et de la vision de la place du commissaire aux comptes par rapport, je dirais, au comité d'audit. Ça, on a une grosse variabilité en termes de relationnel. Si je peux juste rajouter un commentaire sur ça, c'est que je participais à une mission pour le H3C il y a 3 ans. On avait tous les membres toutes les parties prenantes du commissariat aux comptes en France qui étaient présentes. Et finalement, il faut se ramener quand même à l'idée que le commissaire aux comptes, c'est une mission légale. C'est une mission dite permanente dans le texte de 66. Cette notion de permanence, en fait, c'est pas permanence dans le temps, c'est permanence. Ça veut dire qu'il peut venir quand il veut, comme il veut, et voir tout ce qu'il veut. On pourrait presque dire qu'il n'y a pas de notion d'abus de pouvoir. C'est-à-dire que s'il dit « je veux vraiment ouvrir cette porte », alors bon, si on lui dit aujourd'hui, c'est pas possible parce que voilà, et qu'il n'y a pas une urgence, on peut lui demander de bien vouloir déplacer de quelques jours. Mais il a ce pouvoir-là. Ça veut dire que la notion de je veux rentrer dans l'entreprise pour avoir cette information, avoir l'information qui va lui permettre de forger son opinion sur la comptabilité, il va le faire au fil de l'eau. D'accord ? C'est une mission. Alors oui, dans une TPE, moi j'ai travaillé en TPE à un moment donné, le commissaire aux comptes, on le voyait 2 semaines par an. Oui. Mais je pense que dans les grandes entreprises dont un certain nombre sont représentés ici, vous les avez en permanence. Vous avez des commissaires, enfin vous avez des auditeurs de vos 2 cabinets, parce que généralement ils sont tous en co-commissariat parce que le statut et l'appel à l'épargne publique fait que c'est une obligation légale. Ils sont là tout le temps. Voilà. Après, la question qui se pose, c'est de savoir que vient faire le comité d'audit là-dedans. Le comité d'audit, c'est la problématique de à qui le commissaire aux comptes a-t-il droit de révéler une partie des informations dans le processus d'audit des comptes.
Et là-dessus, la loi est claire. C'est à personne, sauf au gouvernement d'entreprise. Comment ? Ou au conseil dans son ensemble. Mais bon, ce qui n'est pas envisageable. On ne peut pas faire toutes les semaines ou tous les mois une assemblée générale ou au conseil d'administration ensemble. C'est rarement possible, étant donné, on l'a dit tout à l'heure, des mandats cumulés, plein de boulot, l'internationalisation. Donc, du coup, ils ne sont pas disponibles. Et donc, à un moment donné, il y a eu une possibilité, c'est de mettre en place des comités d'audit qui ont à la fois une fonction de régulation interne, de régulation et de fluidification entre la DAF, l'audit interne, le management des risques, l'inspection générale quand on est en système bancaire et le conseil. Voilà. Mais aussi d'être un point d'entrée officiel des commissaires aux comptes dans l'organe de régulation et de gouvernance. Et lors des réunions avec le H3C, clairement, les représentants de l'AMF, non pas l'AMF, excusez-moi, la CNCC, les représentants des autres cabinets, j'ai oublié l'acronyme, ont tous dit, pour les grandes entreprises, notre point d'entrée naturel, c'est le comité d'audit. Donc en fait, il faut peut-être le voir dans l'autre sens. C'est de dire, non, le comité d'audit, il facilite pas ou il ne facilite pas, je sais pas, c'est pas ça. C'est de dire, s'il est bon, s'il est efficace, s'il est légitime, s'il fait correctement son boulot, alors le commissaire aux comptes va s'appuyer sur le comité d'audit pour travailler. Alors, pas travailler de façon opérationnelle, travailler sur de la communication, de l'information, etc. C'est plus dans ce sens-là. En tout cas, c'est la façon dont on me l'avait rapporté. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où les commissaires aux comptes vont vous dire non, mais le comité d'audit, il a une influence. Après, il ne faut pas non plus surestimer l'influence qu'il a. Et que, je dirais, le travail de tous les jours, il est avec la direction financière. Il n'est pas avec le comité d'audit. S'il y a une problématique, alors c'est un lieu où le commissaire aux comptes peut s'exprimer. S'il y a une problématique. Et que le commissaire aux comptes, finalement, on disait aussi, finalement, il passe son temps à dire que... Il va le dire d'abord, parce que si vous n'êtes pas gentil, il va le dire, mais il ne le dit pas. Et que si finalement il a une instance où il peut le dire de manière feutrée, et notamment auprès du président du comité d'audit et dans une rencontre non officielle, non enregistrée, sans PV, etc., qui pourrait avoir un retour auprès d'une direction financière, alors il peut s'appuyer un peu plus dessus. Mais néanmoins, je dirais, le gros de la relation, bien évidemment, c'est entre direction financière et commissaire aux comptes. Ça, je suis d'accord avec toi. On est d'accord ? On est d'accord. Bien, écoutez, voilà, on arrive au terme de notre longue après-midi concernant l'auditeur et cette fameuse tour de Babel. Il me reste 5 minutes pour, non pas faire une synthèse, c'est pas le but, juste conclure. Vous vous souvenez, la question c'était est-ce que finalement c'est la tour de Babel du management ? Alors, je réfléchissais à un moment donné, je me disais... Non, j'ai pas l'impression que ce soit la tour de Babel quand on est ici dans la salle, et ça, autour de la table, entre praticiens de différents types de pratiques, sociologues, managers, juristes, et j'ai même envie de dire d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. J'avais l'impression qu'on parlait le même langage. Oh, il y a besoin d'ajuster un petit peu, mais pas cette sensation que si on essayait d'aller un tout petit peu plus loin dans de la recherche ou dans je sais pas quoi, on pourrait pas y arriver. Donc j'ai envie de dire, non, c'est pas tout à fait la tour de Babel. Tant mieux. Voilà. Et puis après, j'ai mis ici, c'est la tour de Babel quand même. Pourquoi ? Parce que finalement, les parties prenantes, elles parlent pas nécessairement de la même façon. Or, dès qu'on parle de l'administrateur, on parle nécessairement de qui il représente. Il représente des parties prenantes. Alors, qu'ils soient salariés, techniques, actionnaires. Et que là, on parle de valeurs, quelquefois extrêmement variées. Donc, il y a du travail. Et je me disais que finalement, le problème, c'est peut-être plutôt qu'on est passé d'une pseudo-tour de Babel à une sorte de machine infernale. Machine infernale, c'est le truc
très compliqué, qui peut s'auto-emballer assez facilement, hein. Vous savez, c'est une sorte de Tchernobyl, quoi. Voilà, où à un moment, on n'arrive plus à réguler. Alors pourquoi je me dis ça? D'abord parce que c'est super complexe, hein, nos organisations. C'est extrêmement complexe. Et la thématique de la performance qui était financière, un peu qualité, et puis point, il y a 30 ans aujourd'hui, elle est voilà, 10 fois, 20 fois plus complexe. Ensuite, parce que il y a la rapidité. Et ouais, il faut faire vite, il faut décider vite. C'est intéressant, hein, de se dire, voilà, il y a 30 ans, Daniel Lebègue le disait, il y a 30 ou 35 ans, un conseil d'administration se réunissait 2 fois par an. Entre-temps, on ne se voit pas. Ou si, on mange ensemble, mais on ne discute pas des sujets techniques. Là, aujourd'hui, on a quelquefois, en tout cas moi je l'ai vu avec des entretiens d'administrateurs qui disent, une fois tous les 2-3 mois, c'est un peu raide, hein. Et d'ailleurs, les comités intermédiaires sont bienvenus et on fait des réunions préparatoires. Donc l'idée qu'on a besoin de décider plus vite. Et puis enfin, finalement, l'impression que ça donne, c'est que c'est un endroit, le conseil ou le comité, où on n'arrive pas à réguler avec des règles. Il reste une part, c'est peut-être finalement une bonne nouvelle, une part humaine, une part individuelle, une part de décision, une part de jugement, une part de comportement et de liberté et d'autonomie. Alors qu'il faut assumer, hein, on est bien d'accord, hein, Jean-Frédéric Dreyfus le dit, voilà, quand j'accepte un mandat, j'assume la responsabilité. Mais la liberté implique la responsabilité. Et donc c'est un élément intéressant parce que cette part humaine veut dire qu'on est obligé de se repencher sur justement le comportement. Donc finalement c'était plutôt, à mon sens, une bonne nouvelle de se poser la question de l'individu et pas uniquement de sa structure, même si les deux sont intimement liés, hein, bien d'accord. Et puis le dernier point, c'est voilà, comment traiter la problématique des dimensions temporelles asynchrones des questions qui se posent. Tout à l'heure, on parlait des normes comptables. On sait qu'une norme comptable, elle ne change pas du jour au lendemain. Elle va mettre, je ne sais pas, Jacques, combien de temps faut-il pour qu'une proposition de norme comptable soit devenue une norme comptable appliquée? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Oui. D'accord. Et si on se déplace encore plus, depuis 1800, on a assisté à 3 ou 4 révolutions. Ah ouais, donc le monde des comptables qui est figé est en fait un monde qui est en perpétuelle évolution. Bon, donc ça veut dire que ça peut aller très vite. Ou en tout cas, que c'est pas linéaire. C'est-à-dire que soudainement, ça va basculer, puis après, ça va stabiliser. Quand on parle de valeurs, de morale, de culture, c'est pareil. Donc, on a une non-synchronicité, et je pense que cet aspect temporel, en fait, n'est pas encore nécessairement bien analysé.